Bon, eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir dans les locaux de cette librairie des Volcans pour assister à cette table ronde sur la thématique économie et territoire dans le cadre, bien sûr, des élections régionales qui auront lieu le 6 et 13 décembre prochain. Merci aux Volcans d'avoir accepté aussi de mettre à disposition cette table ronde et à nos invités d'être venus ce soir. Bonsoir Ariane Tichy. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférences à l'UDA et spécialiste des questions économiques, monétaires et de développement. C'est bien ça? C'est ça, grosso modo. Très bien. Bonsoir Gilles Lèvre. Alors Gilles Lèvre, vous êtes agriculteur de formation, spécifié ensuite en bio. Vous êtes gérant de la société coopérative d'intérêt collectif Le Biojardin. Initialement créé d'ailleurs sous la forme d'un chantier d'insertion, puis ensuite transformé en SIC. Donc du coup, en entreprise d'insertion. En entreprise d'insertion. Ce qui fait que la spécificité du biojardin est donc à la fois d'être une coopérative et donc une entreprise d'insertion. Bonsoir Monsieur Baratin, donc représentant ce soir de l'association Chôme Actif. Association Chôme Actif qui a été créée en 1986. Avec la volonté de maintenir du lien entre des chômeurs et des actifs, mais aussi d'accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi et continuer à respecter le droit des travailleurs, la défense des chômeurs et le respect de leur dignité. L'association Chôme Actif propose d'ailleurs aussi un espace d'accueil convivial et permet de lutter contre les injustices sociales et développer des actions avec les chômeurs. C'est bien ça? C'est ça, oui. Très bien. Et bonsoir enfin Jean-Charles Collas. Bonsoir. Alors vous avez 51 ans, vous êtes infirmier... Il n'y a que pour moi qu'on donne l'âge. Vous êtes infirmier libéral de profession dans la société civile. Je suis toujours infirmier libéral. Toujours d'ailleurs. Vous êtes conseiller régional Europe Écologie Les Verts, président de la commission transport, déplacement et infrastructure. Et vous êtes tête de liste du Rassemblement 2015 pour les élections régionales de décembre prochain dans le nouveau territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on verra tout à l'heure d'ailleurs. Rassemblement qui regroupe donc à la fois les forces de Nouvelle Donne, Europe Écologie Les Verts, la Nouvelle Gauche Socialiste et Ensemble Rhône-Alpes. Et le parti de gauche. Le parti de gauche. Oui, et je suis conseiller régional sortant de Rhône-Alpes, je ne sais pas si vous l'aviez précisé. Voilà, très bien. Alors nous on dit Auvergne-Rhône-Alpes depuis toujours, enfin depuis que la loi en a discuté, et c'est vrai qu'en termes de sigle, ça fait Aura, ce qui est plus joli que Rao. Voilà. Donc du coup, sans perdre de temps, on va rentrer dans le débat, en commençant par une thématique qui intéresse, qui est en tout cas la priorité des électeurs de ces prochaines élections, qui est l'emploi. Selon un sondage IFOP, en effet, c'est bien l'emploi qui est placé comme préoccupation première des citoyens qui auront accès aux urnes dans un mois maintenant. Du coup, ma première question, elle s'adresse à vous, Monsieur Golas. Qu'est-ce que le candidat du Rassemblement à la présidence d'une nouvelle région, donc on l'a dit Aura, peut apporter comme solution concrète à ses électeurs, bien sûr, si vous êtes élu? Alors effectivement, c'est pas seulement la préoccupation de la majorité de nos concitoyens, c'est un enjeu de société, on en parlait ce matin, c'est juste impossible et inadmissible qu'une société collectivement très riche, beaucoup plus qu'il y a 50 ou 60 ans, laisse sur le carreau des millions de gens, des millions de gens qui sont sans emploi, mais avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire la pauvreté, l'isolement, etc., etc. Bien sûr qu'il faut un accompagnement social, c'est nécessaire, et un accompagnement avec aussi de la réinsertion, puisque quand on perd son emploi et qu'on est au chômage pendant de nombreux mois, ça entraîne des troubles psychologiques forts, mais la première des priorités, c'est qu'il faut recréer de l'emploi. Et alors, la région ne peut pas tout, bien évidemment, c'est avant tout l'économie et l'emploi dans notre pays hyper centralisé, c'est d'abord une compétence d'État, mais la région peut, et elle peut beaucoup. Nous pensons, et c'était dans notre projet, qu'on peut s'engager pour créer 50 000 emplois sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes dans un mandat de 6 ans. Pourquoi on a dit ça? Parce que le chômage en Auvergne-Rhône-Alpes,
en catégorie A, bien sûr, après on peut discuter de tous ceux qui ne sont pas comptabilisés en partiel, mais on va se baser sur un chiffre comparable à ceux que nous donne l'INSEE dans les médias. C'est entre 450 et 500 000 personnes. Donc 50 000, c'est ambitieux, mais ce n'est pas non plus utopique. Que le rôle de la région, ce n'est pas d'aider des grandes entreprises multinationales pour qu'elles continuent de se développer, qu'elles distribuent des dividendes et qu'elles ne créent pas obligatoirement d'emplois, mais c'est de soutenir l'emploi dans les territoires, l'emploi local, l'emploi de proximité, dans les PME, les TPE, l'artisanat en particulier, mais aussi l'économie sociale et solidaire, et puis la transition de l'agriculture, qui est un enjeu aussi pour recréer de l'emploi. Et là, nous pouvons agir, parce que sur ces petites structures, il faut 7 fois moins de chiffre d'affaires que dans une grande entreprise pour créer un emploi supplémentaire. Et c'est, on va dire, en termes de moyens financiers, à peu près dans les cordes du budget de la région. Donc c'est ce que nous avons proposé. D'accord. Toutefois, alors, ici à Clermont et plus généralement en Auvergne, nous avons un exemple qui tient à cœur des Auvergnats, c'est Michelin. Michelin emploie 18 000 personnes environ en Auvergne. Aujourd'hui, on sait que la région participe, subventionne, donne des aides à Michelin, notamment pour conserver les emplois en Auvergne. Est-ce que le risque, et là je m'adresse plutôt à Ariane Tichit, est-ce que le risque en arrêtant de subventionner ces structures et en les réorientant plutôt sur des PME, est-ce que le risque n'est pas aussi de perdre ces emplois-là ? C'est une bonne question. Puis bon, voilà, l'emploi en général, c'est vraiment une question immense et complexe, hein. Ça c'est vrai. Mon point de vue, ça peut être que mon point de vue là-dessus, c'est que le vide en emploi, il se trouve plutôt dans les petites structures. En fait, c'est elles qui ont vraiment du mal à trouver du financement pour créer des emplois. Les grosses structures, elles ont une puissance économique et une puissance financière telle que, à nouveau, hein, de mon point de vue, c'est pas le même problème. Et c'est pour ça que moi je rejoins cette analyse où je pense que franchement l'aide elle doit être concentrée sur les plus petits. C'est vraiment eux qui tirent la langue, hein, pour vraiment trouver des financements. Ce qui est important aussi, bon, Michelin effectivement c'est un gros employeur de la région, mais il emploie surtout des personnes très qualifiées, des chercheurs. D'ailleurs là dans les dernières prévisions de Michelin, on annonce que le site de la Combo risque de fermer l'année prochaine, hein, c'est dans les plans, donc on voit bien, là encore, c'est des emplois du bas d'échelle qui risquent d'être supprimés, donc il faut du travail pour tous, et il faut que tous ceux qui... Le travail est un droit constitutionnel, il faut que les personnes qui veulent travailler puissent travailler, et surtout puissent contribuer à la richesse de la nation. Et c'est ça qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on met de côté des personnes qui pourraient, dans leur mesure, apporter une richesse. Et je prends un exemple. À Chôme Actif, on a toujours une personne lourdement handicapée qui vient, bénévolement malheureusement, hein, donner de l'aide. Et le peu qu'elle peut faire, hein, c'est un petit plus. Mais surtout, à cette personne, ça lui amène une richesse. Et ça évite qu'elle dépense, qu'elle coûte à la société en occupationnel, en frais médicaux, etc. Et le type, même si une personne ne peut travailler qu'une demi-journée, une demi-heure efficacement par jour, c'est une demi-heure de richesse apportée à la nation. Donc Monsieur Colas, la liste du rassemblement est lue dans un mois. Les 4 millions qui ont été accordés à Michelin la semaine dernière par le conseil régional, ce sera fini ? Alors on a eu une longue journée en Puy-de-Dôme. On a commencé par rencontrer Chôme Actif ce matin, puis les syndicats de Michelin, les syndicats de salariés, puis ensuite le patron de Michelin. J'ai pas l'impression qu'on était en désaccord avec le patron de Michelin. Je pense que l'entreprise Michelin n'a pas besoin de l'argent public de la région pour se développer et faire des choses. Par contre, on a parlé de 2 choses qui me semblent essentielles. Celle dont tu viens de parler, qui est on va dire la concurrence qui fait qu'aujourd'hui on marche sur la tête et qu'on va fermer des usines de rechappage, alors que c'est une activité essentielle à la fois pour diminuer l'utilisation des matières premières, à la fois pour recycler, donc c'est écologique, et à la fois pour créer de l'emploi industriel dans nos territoires. Aujourd'hui, le rechappage coûte plus cher que les pneus de mauvaise qualité qu'on laisse venir d'Asie. Et ça, c'est une compétence de l'Europe et de l'État.
de dire pourquoi est-ce qu'on laisse sans contrôle venir des pneus de mauvaise qualité et donc pas chers de pays asiatiques. C'est malheureusement pas du ressort de la région, et même si on voulait faire tout ce qu'on peut. Et donc il y a un vrai enjeu à faire changer nos lois et à faire changer nos hommes politiques par rapport à ces choses-là pour protéger ces activités-là. Par contre, quand on a parlé avec le patron de Michelin du tissu de PME qui, pour nous, est essentiel, ça l'intéresse aussi, parce qu'en tant que grande entreprise, d'abord, ils ont beaucoup de PME qui collaborent. Ensuite, ils ont aussi une expérience et une richesse, une connaissance, en particulier de l'international, qui pourrait leur permettre d'accompagner mieux les PME qui essayent de se développer. Et donc, moi, je ne suis pas contre non plus qu'on ait une gouvernance. Je ne crois pas que la région institution a à dire c'est moi qui décide, je fais mon organisme pour l'activité économique et je décide tout, etc. On l'a vu, ça entraîne des déviances à droite comme à gauche, d'ailleurs pas très sympathiques, où on place surtout ses copains. Moi je crois qu'il faut qu'on ait une gouvernance collégiale entre les grandes entreprises, les syndicats d'entrepreneurs, les syndicats de salariés bien évidemment, et les élus des collectivités territoriales et de la région en particulier, pour dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire en commun, qu'est-ce qu'on a à faire en commun. Et quand Michelin, par exemple, veut créer autour de Clermont-Ferrand un réseau autour de l'université, de la recherche, autour de sa production pour des produits à 10, 20 ans, 30 ans avec une prospective, le tissu de PME derrière, il est concerné. Et donc la région peut apporter son aide à cet endroit-là. Ce n'est pas une aide à Michelin, mais peut-être par contre un projet collectif qui intéresse bien au-delà de Michelin. Alors justement, peut-être que ce projet collectif, on pourrait y revenir tout à l'heure avec l'exemple de Biojardin, qui est, je le rappelle, une société coopérative d'intérêt collectif, qui du coup, en son fonctionnement interne, ouvre sa porte aux collectivités territoriales. Pour l'instant, restons encore dans cette discussion autour de l'emploi. Dans le programme qui a été communiqué du Rassemblement, il y a la création d'une banque régionale d'investissement. Cette banque régionale d'investissement, justement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez détailler l'utilité de cette banque? Est-ce que finalement, elle va pas un peu sur le même terrain que ce que fait les organismes de microcrédit, l'ADI par exemple, sur le territoire auvergnat et rhône-alpin? Donc voilà, dites-nous-en un peu plus sur cette banque régionale d'investissement. On a rencontré avec mes collègues du Rassemblement pratiquement toutes les organisations d'employeurs, de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat. Il nous reste à voir le MEDEF la semaine prochaine. La CGPME, c'est pas prévu, mais on les a vus par filière. Il me semble qu'il y a deux enjeux essentiels aujourd'hui pour les années qui viennent, aussi bien sur le plan de l'économie que sur le plan du défi climatique. Ces deux enjeux essentiels, c'est d'abord la transition énergétique. On a des dizaines de milliers d'emplois à créer dans la transition énergétique. Quand je dis des dizaines de milliers, c'est sur l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on a des dizaines de milliers de logements à rénover. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la facture énergétique des gens, et c'est bon pour créer de l'emploi. Et de l'emploi non délocalisable, parce qu'on ne pourra pas évidemment envoyer les logements se faire rénover en Chine. Et là, c'est une activité qui est économiquement rentable. Sauf qu'il faut faire l'investissement au départ. Et il faut avoir accès au crédit. Et aujourd'hui, force est de constater que dans les banques privées, si vous n'avez pas en épargne tout ce que vous demandez en prêt, vous n'avez pas de prêt. Donc ça limite à quelques personnes particulièrement favorisées, moins de 10% de la population, la possibilité de faire la transition. Donc pour nous, cette banque régionale d'investissement, elle est utile parce qu'elle permettra à toute la population, banque publique bien sûr, d'accéder au crédit pour faire des travaux qui ont un temps de retour sur investissement qui est de 10, 15, 20 ans, mais sur du bâtiment, ça s'amortit et c'est efficace, et c'est rentable. Et puis on a croisé beaucoup les gens de l'artisanat, et en particulier de la CAPEB, et de la filière bois, qui sont deux filières importantes de la transition énergétique. Eux, ils sont prêts. Ils sont prêts à créer de l'emploi là, ils savent qu'il y a le marché, ils savent qu'il faut juste le petit coup de pouce pour les aider à créer le poste supplémentaire dans une petite structure qui souvent a moins de 3 salariés. Ils n'ont pas accès aux banques. Aujourd'hui, les banques privées ne financent plus les petites entreprises et les artisans. Les artisans me disaient, on a un besoin de trésorerie qui tourne en moyenne par entreprise de 18 000 € et le privé ne veut plus nous prêter. Donc je pense que là, quand on voit, je ne vais pas faire référence à notre action d'hier contre la banque HSBC, mais quand on voit ce que sont devenues les banques privées aujourd'hui et on va dire leur tendance à aller plutôt vers les paradis fiscaux et la financiarisation à outrance, on se dit si le privé ne veut plus le faire, il faut que le public le fasse. C'est un enjeu de société. Il faut que les entreprises puissent avoir
la petite bouffée d'oxygène qui leur permettra, quand ils ont un retard de paiement, notamment quand ils travaillent pour des collectivités locales, je ne veux pas dire de mal, et où le paiement n'est pas tout de suite à la livraison du chantier, et ben, qu'ils puissent avoir un petit peu d'oxygène en trésorerie pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ça concerne des dizaines de milliers d'entreprises chaque année. Alors justement, Gilles Lèbre, Biojardin, on peut largement envisager, je crois que d'ailleurs que le dernier gros investissement était un tracteur sur notamment une plateforme de financement participatif. Est-ce que voilà, ce que vient de dire Jean-Charles Colas, est-ce que c'est ce que vous vivez vous au quotidien dans votre activité entrepreneuriale ? Complètement. Les banques, alors il y a une grosse partie des banques qui sont des banques coopératives qui jouent plus le jeu aussi bien qu'elles assuraient auparavant. Pour vous dire, Biojardin, vous trouvez des grandes masses, on a 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Aujourd'hui, on trouve en trésorerie, on avait 3 semaines de trésorerie que voulaient bien nous prêter les banques. Et là, en ce moment, on nous parle de 15 jours. 15 jours de trésorerie, à l'échelle d'une petite PME, ben c'est que dalle, quoi, c'est rien. Et même ces 15 jours-là, il faut monter des dossiers pas possibles pour aller chercher. Alors on a des petites solutions, comme Ulule. On est beaucoup, nous, on se retourne sur le public quand on peut, bien sûr. Bon, le public a de moins en moins d'argent. Si c'est les bons élus qui passent à la tête, on espère qu'on sera un peu plus aidé. Voilà. On se tourne aussi vers nos consommateurs. Biojardin, c'est né d'une idée, au sein de gens regroupés autour de Chôme Actif. Voilà, on n'avait aucun argent. On a quand même monté une petite boîte qui a 20 salariés aujourd'hui, qui fait son volume de chemin, qui a 1000 consommateurs réguliers, via essentiellement des paniers, via des abonnements. Voilà, en premier lieu, on s'est adressé aux consommateurs. On a dit, si vous voulez qu'on existe, vous allez vous engager. Vous allez vous engager à consommer nos produits. Vous allez vous engager à moyen terme par un abonnement. Et nous, derrière, on va pouvoir échafauder un projet, on va pouvoir aller voir des financeurs. Dans une deuxième phase, on a été voir ces mêmes consommateurs, on leur a dit on a besoin aussi d'épargne solidaire. Et là, on a créé à l'époque une SCI, parce qu'on avait un investissement, et on a commencé à mettre un peu le pied dans ce qu'on appelle l'épargne solidaire. Et aujourd'hui, c'est un peu notre bouffée d'oxygène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 200 associés dans une... On résume, on va très vite. Dans une société coopérative d'intérêt collectif, on a 200 associés, dont essentiellement des consommateurs, plus des salariés, plus des collectivités. Et aujourd'hui, là, je vais bientôt me tourner dans les semaines qui viennent vers mes consommateurs en disant voilà, les banques nous serrent la vis, il faut appeler un chat. 15 jours de trésorerie, on ne s'en sort pas. On a des projets, on a un bilan globalement positif, on est à l'équilibre. Voilà. On ne gagne pas de sous, mais on est à l'équilibre. Donc, on va essayer de demander aux consommateurs qui mettent un socle. Alors, il y a différents moyens. Il y a les parts sociales, il y a le compte courant associé. Voilà, il y a Ulule. Alors, Ulule, c'est plus large parce que cette affaire d'Ulule, on a collecté 6 000 euros, j'espère pas faire d'erreur, sur Ulule. Ça nous a permis d'aller voir la banque qui a mis un peu plus, la collectivité publique a mis encore un peu plus, les consommateurs ont mis un peu, et on a acheté, alors pas qu'un tracteur, bon, il y avait le tracteur dans Ulule effectivement. On a acheté un tracteur et une serre de 1000 m². Et là, on fait un vrai pas en avant et on travaille pour l'avenir. Alors, un petit détail quand même qui est très important, quand on parlait de grosses sociétés, qu'on finance, on ne sait pas exactement par les filiales, machin, où ça va. Nous, chaque euro investi, je veux dire chaque politique que j'en compte, il n'y a pas de rétribution des parts sociales. Le capital souscrit aujourd'hui est de 80 000 euros. On a fait un choix fort, alors qui n'est pas très vendeur. Hein. Je veux dire, prenez des parts à Biojardin, vous n'aurez aucun revenu. Pas de dividende. Pas de dividende. Mais pour nous qui faisons de l'insertion, de l'économie solidaire, qui voulons nous ancrer dans le territoire, qui ont du sens à ce qu'on fait, ça marche quand même et c'est très lisible au moins. Voilà, chaque euro que le politique va donner, ça va aller au salaire, au développement, à l'investissement. Nulle part ailleurs. C'est une garantie totale. Et du coup Jean-Charles Colas, en quoi finalement un projet comme celui de Biojardin entre dans la politique de cette banque régionale d'investissement? Quels sont les critères qui pourraient faire en sorte qu'un projet comme Biojardin entre dans les critères de cette banque? Alors, je suis obligé de faire une toute petite insertion avant. On a répertorié avec l'ensemble des élus sortants d'Auvergne et de Rhône-Alpes sur ce dernier mandat 2010-2015 les dépenses qui nous avaient semblé inutiles. Celles qui, effectivement, sont parties en dividendes pour un certain nombre d'actionnaires, ou celles qui finançaient des projets inutiles, essentiellement d'entreprises privées qui font beaucoup de défiscalisation.
on l'a chiffré à 334 millions d'euros en 6 ans, un peu moins de 6 ans d'ailleurs. Ça veut dire en gros 60 millions d'euros par an, quoi, ou 50 ou 60 millions d'euros. Donc déjà là, il y a à budget constant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à venir une manne non négligeable pour dire on a de l'argent, on a de quoi aider les PME, les TPE, l'économie sociale et solidaire, etc. Ensuite, on a au sein même de la politique économique des régions, alors je connais mieux les chiffres de Rhône-Alpes que d'Auvergne, et je vous prie de m'en excuser, mais aujourd'hui le budget économique de Rhône-Alpes c'est un peu moins de 250 millions d'euros par an, donc c'est pas rien, et c'est 85% en direction de l'économie classique, des grandes entreprises qui ont des projets de recherche pour ensuite délocaliser la production en Asie ou ailleurs. Si on inversait un petit peu cette répartition et qu'on dirigeait la majorité de ce budget vers les structures locales, je pense qu'on aurait un vrai pouvoir levier pour créer des choses. Après, ça ne suffit pas. Il faut mettre des conditions. Et nous, on l'a dit depuis toujours, donner de l'argent public, d'abord, ce n'est pas la seule solution. La subvention n'est pas toujours la bonne solution. On peut aussi faire des prêts à taux zéro, on peut aussi faire de l'avance remboursable, on peut aussi prendre des parts dans une société coopérative. Ça coûte beaucoup moins cher à la région que de faire des subventions. Et donc ça peut être recyclé après. Mais même quel que soit le mode, il faut de la conditionnalité des aides. C'est-à-dire que si l'argent public est investi dans l'économie, c'est d'abord pour un bénéfice social. Ça veut dire que ça doit être pour améliorer les conditions de travail, pour mieux répartir le temps de travail et le partager, parce que je pense que ça c'est un enjeu important aussi, faire de l'innovation sociale. Ça doit être des conditions environnementales. Il faut que les entreprises, et en particulier industrielles, mais toutes, soient accompagnées dans la transition énergétique, donc il faut qu'elles aient des objectifs là-dedans. Et puis c'est un objectif économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on aide des entreprises qui distribuent des dividendes et qui suppriment de l'emploi, c'est vraiment de l'argent public perdu. Aujourd'hui, si on aide une entreprise, c'est pour à minima sauvegarder de l'emploi, voire créer de l'emploi, parce que je pense qu'on peut en créer dans beaucoup de secteurs. J'ai parlé un peu de la transition énergétique, c'est vraiment des dizaines de milliers d'emplois créés. Si ce n'est pas fait, il doit y avoir remboursement des aides publiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit trop souvent des aides publiques qui partent, entre guillemets, dans un puits sans fond. Et je pense que rien qu'en réorientant ça à l'échelle de la région, ce n'est pas un budget de plusieurs milliards, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros sur un mandat qui peuvent être réinjectés dans l'économie locale. Ensuite, on pense qu'il y a en plus un cercle vertueux à créer. Les PME créent les PME et la dynamique, ce qu'a fait Biojardin, c'est extraordinaire. Et il y a plein d'initiatives comme ça en Auvergne-Rhône-Alpes, d'initiatives locales, dans la bio, dans les énergies renouvelables, dans plein de choses, dans l'insertion. J'insiste sur le travail d'insertion qui est un enjeu essentiel pour le retour à l'emploi. C'est pas que de l'argent d'ailleurs. Alors, avec un petit bémol quand même, si on crée un grand marché de la rénovation, on peut imaginer, c'est tout à fait nécessaire, hein, je suis tout à fait d'accord, on peut imaginer qu'il y a un tas d'entreprises, et même des très grosses entreprises qui vont s'engouffrer sur ce marché, hein, comme des filiales de grosses entreprises, et qui vont utiliser les travailleurs détachés. Et ça, c'est un vrai drame aujourd'hui chez nous, les travailleurs détachés. Hein, parce que, effectivement, il faut que tous les Européens puissent avoir un emploi. Mais c'est du dumping social, c'est tiré par le bas, et c'est aussi du chômage chez nous. Donc il faut qu'effectivement, il y a un problème et il faut le circonscrire. On le connaît bien, alors avec juste un élément de réponse, même si c'est à titre embryonnaire en Rhône-Alpes, les écologistes, on est un peu collectivistes et on met un peu l'intérêt général en haut de l'échelle. Et du coup, par rapport à ce risque-là, on a créé une société publique de la rénovation. Et donc, c'est elle qui passe les gros marchés. Alors, ça vaut pour l'instant pour beaucoup de collectivités publiques, avec donc des critères. Et donc, une société publique, elle peut mettre dans son marché, quand c'est des rénovations de grandes copropriétés ou d'ensemble de logements sociaux, donc c'est effectivement des gros chantiers, donc c'est pas l'artisan du coin qui va répondre, on est bien d'accord, on peut mettre des critères stricts en matière d'insertion dans les marchés, en matière de non-utilisation de travailleurs détachés, etc., etc. On peut le faire aussi, alors le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Je pense qu'on peut choisir un certain nombre d'outils, une palette d'outils qui peut nous permettre de répondre. Et c'est vrai que l'enjeu sur beaucoup de logements, c'est aussi des rénovations de logements plus ou moins indépendants ou des petites quantités de logements. Et là, c'est vraiment l'artisanat qui doit pouvoir répondre parce que il faut maintenir l'artisanat dans les territoires, c'est vraiment de l'emploi dans tous les territoires. Et aujourd'hui, M. Baratin, quelle est finalement la réalité
d'une personne qui côtoie au jour le jour les chômeurs. Est-ce que vous voyez des chômeurs qui viennent vers vous avec une volonté entrepreneuriale mais qui ont des soucis de trésorerie, auquel cas peut-être la Banque régionale d'investissement pourrait les accompagner? Est-ce que ça c'est une réalité que vous percevez? Vous savez, aujourd'hui, créer son emploi, il faut avoir des compétences. Il faut avoir des compétences techniques, des compétences de gestion et des compétences commerciales. Et en plus, il faut trouver des financements. On aide des personnes à créer des entreprises, mais chaque année, c'est de plus en plus dur. Parce que les banques, effectivement, ne prêtent pas. Et puis, parce qu'après, derrière, il faut travailler dur pendant des années, quelquefois, pour arriver à rentabiliser, à se faire payer. Et donc, les personnes qui veulent créer leur emploi, c'est vraiment le parcours du combattant. Et il y a beaucoup d'entreprises qui capotent au bout d'1 an, 2 ans, parce que quand il faut commencer à payer les charges, il faut avoir une rentabilité. Et ça, c'est très très compliqué. Donc, c'est le problème aujourd'hui, c'est que l'emploi salarié se transforme, qu'effectivement, on incite les personnes à s'inscrire comme auto-entrepreneur pour démarrer. Mais l'inscription à l'auto-entrepreneur pour une personne qui est au chômage depuis un certain temps, pour peu qu'elle soit à la CMU, basculer au RSI, c'est une catastrophe. Pour peu qu'elle ait des traitements médicaux un peu lourds, par exemple du diabète, quelque chose qui demande, la coupure qu'il va y avoir entre la Sécu et le RSI, ça peut tout faire capoter. C'est vraiment... Et puis, il y a effectivement, après, quand on veut s'installer comme artisan, si on a beaucoup d'investissements, on n'a aucun intérêt à s'installer comme auto-entrepreneur, parce qu'on ne récupère pas les investissements qu'on fait. Donc, on va s'installer tout de suite comme artisan. Et alors là, si vous n'avez pas une trésorerie costaud, vous ne payez pas l'URSSAF, parce que ça tombe tout de suite. Donc, créer une entreprise, il faut du financement. Et vous n'allez pas donner du financement comme ça. Donc la banque de financement, elle peut être utile dans certains cas, mais ce n'est pas la panacée pour toutes les personnes qui sont sans emploi. C'est clair. Est-ce qu'il y a alors du coup un déficit dans l'accompagnement, dans la formation professionnelle? Est-ce que c'était le fruit de votre discussion ce matin, puisque vous êtes rencontrés ce matin? Est-ce qu'il y a des politiques publiques à changer, à prolonger, à poursuivre dans la formation professionnelle? Ce matin, la conseillère d'insertion recevait une personne qui voulait se remettre au niveau bac. C'est le minimum aujourd'hui. Une jeune femme qui a arrêté avant le bac, elle veut réobtenir le niveau bac pour décrocher un emploi. Il y avait jadis un organisme d'État qui faisait de la formation à distance, c'est le CNED. Aujourd'hui, coût de la formation pour obtenir le bac, 980 €. Qui finance? La personne qui est au RSA, elle ne peut pas financer ça. Idem l'AFPA. Il y a 20 ou 30 ans, l'AFPA, au sortir de la guerre, il y avait besoin de gens il y avait besoin de travailleurs formés. En 6 mois, 1 an, l'AFPA formait un plombier, un électricien, directement, qui, alors là, était capable de rentrer directement dans une entreprise et de faire gagner de l'argent à son entreprise. Et aujourd'hui, l'AFPA, elle est dans une misère noire. On a cassé 2 outils de formation, d'éducation essentiels. Et aujourd'hui, la formation professionnelle, elle profite à une infime partie des chômeurs. Le gros de la formation professionnelle va aux salariés, et aux salariés les mieux payés. Les plus qualifiés. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est l'État. C'est l'État, c'est la situation aujourd'hui. Mais justement, je ne sais pas ce que vous pensez de la loi qu'on a sur la ou la flexicurité. Mais normalement, il devait y avoir développement et de plus de financement pour les formations, sauf que c'est ça, de mon point de vue, dans la philosophie même de ce qu'est la flexisécurité, ça devait aller à ceux qui sont en transition et qui sont en dehors des emplois. Or, ça a été appliqué en France sur les gens qui sont salariés.
Donc c'est pas du tout ça normalement. C'est justement accompagner les personnes qui sont en transition entre les emplois à avoir de la formation, etc. C'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, on nous donne sans arrêt l'exemple du Danemark. Au Danemark, il y a une flexibilité du travail importante. Seulement, quand les personnes se retrouvent au chômage, elles ont une indemnisation importante. 90%. Voilà. C'est 90%. 90%. C'est énorme. Et s'il n'y a pas de travail dans leur branche, il y a une formation. Alors effectivement, c'est un peu autoritaire. C'est pas des latins là-haut. Ils doivent faire mais derrière, je veux dire, ils retrouvent un emploi. Voilà. En France, c'est pas ça. En France, vous allez à Pôle emploi. Si vous avez un métier, on va déjà vous inscrire dans le métier où vous êtes. Si vous en avez marre et que vous voulez changer, on va vous dire monsieur, c'est pas le moment de changer, ou madame, c'est pas le moment de changer. Vous êtes plombier, vous restez plombier. Point. Voilà. Hop, toc. Circuler, il n'y a rien à voir. Si vous êtes banquier, vous restez banquier. Ben non, j'en ai marre du banquier. Ben non, il n'y a pas de formation. Voilà. Et il n'y a pas d'emploi. C'est ça. Parce que la philosophie même, normalement, de la flexi-sécurité, c'est sécuriser les personnes et non pas les emplois. Les emplois, on sait très bien que la croissance économique, c'est un processus de destruction, création permanente. Donc forcément, les entreprises, elles doivent s'ajuster, peut-être de plus en plus vite. Donc que les emplois se modifient, c'est pas tout à fait ça le problème. Le problème, c'est les personnes derrière les emplois. Et elles, on continue à pas les sécuriser. Il faut sécuriser leur parcours. Et c'est ce qu'a compris le Danemark et que pour l'instant, nous, je trouve, en tout cas, on le fait assez mal. Voire très mal. Voire très mal. Après, sur ce sujet, il me semble qu'il y a deux enjeux. Alors là aussi, petit à petit, l'État délègue de plus en plus aux régions. Donc, on a commencé à faire des choses et on va pouvoir enfin en faire de plus en plus, en tout cas, je l'espère. Le premier enjeu, c'est nettoyer la formation professionnelle. C'est un imbroglio de sujets. Alors nous, on a commencé en Rhône-Alpes sous le mandat précédent avec Philippe Mérieux. On avait, je crois, une soixantaine de dispositifs différents. On n'en a plus qu'une douzaine pour simplifier les choses, simplifier les démarches administratives aussi, et puis éviter qu'il y ait plein de choses parallèles qui se fassent. Il va falloir le généraliser à Auvergne, puisque j'ai cru comprendre qu'en Auvergne, c'était encore très compliqué, la formation continue. Et puis, on a une vraie bagarre politique à mener avec les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés pour dire que la formation professionnelle doit être prioritairement en direction des gens au chômage. Aujourd'hui, les gestionnaires de la formation continue sont les gens qui défendent en premier les salariés et ou les entreprises, donc pas obligatoirement les chômeurs, et ça c'est un vrai sujet. Et très honnêtement, dans la majorité politique dont on sort en Auvergne, on était, on va dire, une minorité qui se retrouve aujourd'hui dans notre rassemblement à porter la priorité aux chômeurs par rapport à la formation continue des salariés. Mais c'est effectivement l'enjeu. Et justement, par rapport à ce qu'évoquait Ariane Tichit, par rapport au fait de sécuriser les personnes avant de sécuriser les emplois, qu'est-ce que votre programme a apporté de nouveau, concrètement, par rapport à ce qui a été fait sur le mandat précédent ? Difficile d'être, pas utopiste, mais bon, je vais vous faire une confidence. Il a dit tout à l'heure que j'étais toujours en activité pendant mes mandats politiques, même si j'ai réduit mon activité, parce que je considère que c'est la démocratie, puis parce que ça me nourrit aussi de voir les vrais gens par rapport. Enfin, quand je défends des projets politiques, j'aime bien faire référence aux gens que je croise, et en particulier dans mon métier d'infirmier libéral, on croise pas mal de misère et de souffrance, et comme je suis dans un quartier populaire, de gens qui sont RSA, qui ont la CMU, etc. C'est vrai que par rapport à des concurrents ou des adversaires qui n'ont jamais fait que de la politique ou qui ont abandonné leur vie civile depuis 30 ou 40 ans, c'est un petit peu différent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi je me suis lancé dans la politique quand j'ai eu des enfants et que je me suis dit, je vais pas... J'ai commencé par le mouvement associatif, et puis à un moment j'ai vu les limites du mouvement associatif, j'ai dit si je veux changer les choses, il faut que je change la mairie, et comme j'y suis pas arrivé, j'ai pris d'autres directions, mais je ne peux pas accepter que mes enfants, dans 10 ans, dans 20 ans, m'accusent d'avoir rien fait. Ça, c'est quelque chose, c'est peut-être personnel, mais je ne veux pas voir le regard de mes enfants se tourner vers moi en me disant « Salaud, t'as rien fait ». Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on ne peut pas tout.
à l'échelon d'une région. Et c'est clair que ce que vous dites, ça relève d'une politique globale. Et aujourd'hui, malheureusement, les politiques des différents gouvernements depuis un certain nombre de temps en France, et puis des différents pays en Europe, disons-le, sur un certain nombre de points, l'Europe nous protège, mais sur d'autres points, l'Europe est particulièrement libérale et destructrice, en particulier des services publics et des services de protection sociale globalement. Et on ne va pas changer ça dans les mois qui viennent. Mais en même temps, je suis quand même un peu optimiste et combatif. Et je me dis, on peut expérimenter des choses. Et si ça marche, peut-être que d'autres régions vont se dire, bah ouais, c'est bien, puis que ça généralisera après. Et moi, j'ai envie de mener une expérience par rapport à la question de base que vous posez, qui est une question de société. Je sais qu'elle amène plein de débats entre nous même, mais en termes d'expérimentation, ça me semble important, c'est celle du revenu de base ou du revenu universel d'existence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai souci, une vraie complexité entre l'action sociale, l'assistanat, voire la charité pour certains, et les statuts d'un certain nombre de personnes. Je pense aux jeunes, par exemple, qui n'ont pas le droit, pas accès à un certain nombre de choses en termes d'assistance, et qui ont des vrais soucis, qu'ils soient étudiants ou en recherche d'emploi, etc. Les 18-26 ans. Je pense aux agriculteurs, qui ont des vrais soucis d'assurance de revenus, de retraite, et du coup, ça a des implications sur des politiques d'aménagement du territoire de manière très complexe. Si on expérimentait sur des populations cibles comme ça, les jeunes 18-26 ans, les agriculteurs et conjoints d'agriculteurs, c'est les foyers d'agriculteurs, ce revenu universel d'existence, la base, c'est de dire quoi ? C'est qu'on donne le même revenu à tout le monde, qui est un revenu de base, ce qu'on considère le minimum pour vivre, et pas être dans la précarité permanente, etc., avoir un logement et de quoi se nourrir. Et tous ceux qui n'en ont pas besoin, si on le donne à ceux qui sont issus d'une famille riche et qui n'en ont pas besoin, mais à ceux qui doivent se débrouiller. Tous ceux qui n'en ont pas besoin, de toute façon, ils le déclarent au fisc, il est récupéré par les impôts. Donc il n'y a pas d'inégalité. Et ben, je suis sûr qu'on sortira de la stigmatisation, du montrage de doigts, et puis je rêve, parce qu'il y a des États entiers qui ont mis en place, notamment un État du Canada, ce revenu de base pour toute sa population. Je pense que ce serait un vrai changement sociétal. Oui, moi je suis hyper sympathisante de l'idée. Hein. Moi je croyais qu'on allait être en... On allait s'affronter, mais en fait, non, ça fait quelques années déjà, mais bon, il y a aussi des constats qui sont à faire, qui est les progrès technologiques. Et les progrès technologiques, c'est quand même un fait, ça éloigne les êtres humains des travaux productifs, disons de la production. On va, alors ça c'est les thèses de Jérémy Rifkin hein, notamment, on va quand même plus ou moins vers des sociétés où les robots vont se charger d'un certain nombre de tâches liées à la production et je pense le gros enjeu sociétal qui est face à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des êtres humains, puisque pour l'instant le seul système qu'on a, c'est celui dans lequel on peut gagner notre survie qu'en offrant notre travail, force de travail. Et puis là aussi, il faut faire attention, pas du tout la même chose, travail et emploi. Et on va avoir un problème d'emploi, on n'a pas de problème de travail. Et c'est vrai qu'on y a tous droit au travail. Et pour moi, c'est ce revenu de base, ça offre ça. Ça libère les humains de l'emploi, ça ne les libère pas du travail, qui est quelque chose d'extrêmement créatif, enrichissant, etc. Mais ce que vous évoquiez tout à l'heure, ça permettrait à des gens de monter des activités qui sont au départ pas forcément très rentables, etc., mais qui valent la peine d'exister et pour qui on trouvera difficilement des financements. Et ça les libère de ça. Alors, je pense sincèrement que voilà, il y a quand même un constat assez simple à faire, qui est que les machines, ça ne consomme pas. Donc, on a beaucoup de valeur ajoutée qui est générée par des machines, par du capital, qui est de moins en moins redistribuée via l'emploi. Et à un moment donné, cette richesse-là, il faut bien qu'elle revienne aux êtres humains pour qu'ils puissent la réinjecter dans le circuit. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, si on est assez logique, on tombe sur le revenu universel. Et moi, je l'appelle de mes voeux. Alors par ailleurs aussi, puisqu'on est sur le partage de choses personnelles, moi j'ai un frère et une sœur qui n'ont pas fait beaucoup d'études, pas du tout même d'ailleurs, qui n'ont pas eu le bac, le fameux... Ils n'ont pas franchi cette fameuse étape du bac, et que j'ai vu galérer beaucoup dans leur... essayer toujours de trouver des emplois, etc. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir ces problèmes-là, mais
on le sent bien qu'à un moment donné, on est dans une société où la redistribution par l'emploi, elle est de plus en plus complexe. Je pense que notre génération-là, on commence à voir apparaître ce problème assez fondamental et que la génération suivante va le prendre de plein fouet. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je pense que comme ça demande un changement de mentalité considérable, parce que quand on parle avec les gens, du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même avec les gens qui sont voilà, dans le social, qui travaillent dans le social, souvent, ils ne sont pas très sympathisants, par contre, de cette idée de revenu de base, parce qu'il y a la valeur emploi qui est tellement vissée au corps que... J'assume ma position. Mais justement, on est là pour... je ne suis pas favorable. Et voilà. Donc, du coup, est-ce que vous... C'est quoi le problème, en fait? Je suis beaucoup pour l'encouragement à la création d'activités, l'encouragement au travail. Disons, moi ce que je vis au quotidien, en tant que gérant d'entreprise d'insertion, le travail, c'est pas inné chez l'être humain non plus. Le travail, pour moi, c'est vraiment, on ne peut pas se réaliser sans le créer, sans travailler, sans apporter aux autres. Apporter aux autres, le consommateur, chez nous, par son acte d'achat et en général, il donne la reconnaissance d'un travail. Après, il y a une exigence de qualité, toujours meilleure. Voilà, un produit, un légume, il y a une exigence de qualité, donc voilà, je ne vais pas faire un cours là-dessus, je n'ai pas les compétences. Mais il y a des exigences de formation, etc. Autant je suis à fond pour une politique de formation. Alors je me bats aussi, je me bats pour la formation des chômeurs. Parce que si moi demain je vais demander une formation Bac++, pour augmenter mon niveau, il n'y a aucun souci, monsieur Lèbre, bien sûr. Si je vais demander un bac pour une personne au chômage, oh ben non, vous voyez, on ne va pas donner des budgets aux chômeurs. Voilà. On se bat au quotidien avec ma collègue attachée d'insertion sur la formation des chômeurs. Par contre, je me bats aussi pour encourager les gens à travailler et à faire en sorte qu'il y ait une valorisation du travail par un revenu, qui est cette chaîne vertueuse, vous voyez. Et j'ai très peur que si on donne un revenu d'existence, il y a une partie de la population qui va continuer à créer, qui va continuer à travailler, et il y a une population, une partie qui va régresser, qui va dire ben, maintenant j'ai un revenu, je ne vais pas m'intéresser à augmenter ma formation, je ne vais pas m'intéresser à créer de l'excellence, créer de la qualité, à me surpasser aussi. Parce que nous qui sommes dans les initiatives, il a fallu se surpasser des moments, il a fallu se prendre en main, se dire, se battre. Quoi. Se battre, c'est se faire violence aussi. Hein. Vous savez, il y a des matins pour s'arracher du lit, c'est très dur. Mais c'est très dur et on tient le coup parce qu'on se dit, ça vaut le coup, on va faire quelque chose de plus grand, on va progresser, voilà. Oui, mais vous voyez, vous parlez de travail, vous ne parlez pas d'emploi. Et c'est bien là toute la différence. Pour moi, derrière un travail, il y a un emploi, il y a un revenu. Voilà, c'est une chaîne. Alors, il y a plus que ça, il y a une reconnaissance. Aujourd'hui, on n'existe pas dans la société si on n'a pas un emploi, si on n'a pas un revenu qui provient d'un emploi. C'est-à-dire si on n'est pas utile à la société. Et ça fait des milliers d'années. Je veux dire, aujourd'hui, on a des robots. Comment on va faire changer culturellement toute la société pour dire il y a des personnes qui vont avoir un revenu d'existence et puis il y a des personnes qui vont faire de la création et qui vont générer la plus grosse partie des revenus économiques. Et c'est là où il y a un danger. C'est pour ça que nous, à la Fédération des chômeurs et précaires, ce qu'on met en avant tout de suite, ce qu'on voudrait tout de suite, c'est partager le travail. Partageons le travail. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui le choix dans la société, c'est être au chômage ou être en burn-out? Parce que c'est un peu ça. Je veux dire, si vous êtes cadre dans une entreprise, vous faites 50 heures et plus, et on vous pressure, enfin il y a même le management, des managements de terreur, hein, pour... Le reporting. Donc, oui, mais... Alors, je suis désolé, Ariane, mais comme on a encore pas mal de choses à voir... J'aimerais quand même dire quelque chose. Un mot, ouais. En tant qu'écologiste, il y a quand même il y a une partie qui est très faussée. On va prendre l'agriculture. On a éliminé de l'emploi en agriculture par des produits chimiques, par des méthodes intensives.
en produisant des choses de mauvaise qualité. Dans l'industrie, c'est pareil. Dans plein de domaines, c'est pareil. Et si on veut regagner aussi, refaire des choses de qualité, avec un impact sur la santé, avec un impact sur l'environnement, avec un impact sur le fameux bilan carbone dont on parle aujourd'hui, en développant un circuit court, on va avoir besoin de beaucoup de travail. On va avoir besoin de remobiliser des travailleurs, donc des emplois, des revenus. Voilà. Mais c'est une réorientation. Et quand même, aujourd'hui, de dire que la société a robotisé, effectivement, je prends toujours mon exemple d'un hectare de carottes. Vous semez un hectare de carottes, vous venez une journée mettre un désherbant, vous allez produire 35 tonnes de carottes qui vont produire des cancers, qui vont produire, etc. Vous allez délocaliser parce que malgré tout, le peu de main-d'œuvre qu'il y a, il coûte trop cher, vous allez faire ça à l'autre bout de l'Europe, l'Europe de l'Est aujourd'hui, etc., etc. Alors que si vous produisez cet hectare de carottes avec des techniques alternatives, vous allez avoir à peu près le double de main-d'œuvre, mais vous allez essayer d'être en circuit court, produire localement, moins d'énergie dépensée, des terres préservées, de l'eau, un traitement de l'eau qui va être moindre, etc. Voilà. Mais toute cette politique écologique, vous avez dit l'isolation des logements, etc. Là, on va avoir besoin de travail. Je ne sais pas si c'est le travail, l'emploi, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. L'activité. Du boulot, quoi. Voilà. On va avoir besoin de boulot. Et aujourd'hui, on se cache un peu derrière plein de techniques qui font qu'on a éliminé plein de travail. Mais excusez-moi, on produit du bas de gamme, on produit du pas durable, et quelque chose qui va vraiment dans le mur. Alors, il faut déchiffrer ça, je sais qu'il y a des gens... Je suis désolé Gilles, on pourrait en parler super longtemps, j'aimerais qu'on évoque un dernier point, leur tour, qui est... alors, la thématique ce soir, c'était à la fois économie et territoire. Quand on mêle les deux ensemble, la démocratie, forcément, à un moment donné, vient à la discussion. Gilles, votre structure Biojardin fonctionne sous la forme de société coopérative d'intérêt collectif. On a la chance aussi d'avoir une association, une chercheuse en économie sociale et solidaire. Donc voilà, j'aimerais avant tout que vous puissiez nous expliquer pourquoi ce fonctionnement en société coopérative d'intérêt collectif, qu'est-ce que ça implique pour les collectivités territoriales comme le conseil régional, et en quoi la politique du conseil régional pourrait permettre d'essaimer des concepts comme celui du Biojardin. Donc si vous voulez, le Biojardin, j'ai démarré avec Yves Guédon, ici présent, en association. Voilà, l'idée c'était de créer une activité économique, intelligente, de proximité, écologique, qui génère de l'emploi et de l'insertion. Voilà, on a la forme associative, chantier d'insertion, on a embauché des gens en mi-temps. Très vite, on est entré en réflexion en disant si on pouvait aller un peu plus vers l'économique et embaucher les gens un peu plus, parce que les problèmes d'urgence financière, tout ça, on n'arrive pas à les régler. Donc on est devenu une entreprise d'insertion, on est monté en charge, on avait à peu près un tiers de financement public, on avait un tiers de subvention privée, et on a toujours eu un tiers de débrouille personnelle. Alors on avait les cigales à l'époque, on a eu un peu de financement participatif dès le départ, de l'autofinancement, le bas de laine parce qu'on est des Auvergnats quand même, voilà, etc. On avait fait des bons résultats les premières années. Puis très vite, au niveau de la structuration, ce qui nous a mis un peu le mille-pied à l'étrier, c'est qu'il y a eu un premier axe, c'est qu'il a fallu trouver, comme je vous disais, des financements pour acheter une parcelle, on n'avait plus de sous. Là, on a fait appel à nos consommateurs. Et deuxièmement, une succession. On était 3, une personne s'en allait. On avait créé une SCI, on avait une association, on avait créé une URL qui était la structure économique. On a dit si on pouvait mettre tout ça dans un même bateau. Voilà, on a créé un seul bateau. Donc ce bateau, il a rassemblé les consommateurs, qui étaient un peu les consommateurs militants, qui, par leur acte d'achat, étaient dans engagés. la forme d'une SIC. Voilà, qui sont rentrés dans le collège des consommateurs de la SIC. On a fait rentrer les salariés, parce que dans une association, malgré tout, normalement, les salariés n'ont pas tellement droit au chapitre. Voilà, donc là, on a eu des salariés, ceux qui ont voulu sont devenus associés, avec des représentants au conseil d'administration. Ensuite, l'ancrage territorial, c'est 3 collectivités, Ville de Gerza, Conseil général, Clermont-Co, qui ont pris des parts. Et ensuite, les réseaux pour un ancrage à nos idées, à nos fondamentaux, un réseau social, réseau bio. Voilà. Et on a essayé de faire un conseil d'administration qui représente un peu équitablement toutes ces fractions, 5 consommateurs, 4 salariés, 2 réseaux, les financeurs aussi, ceux qui ont mis de l'argent, et c'est leur approche du projet. Voilà, et un conseil d'administration de 13 personnes
qui essaie de gérer, alors là c'est la gestion, c'est les grandes décisions, les grandes orientations, plus un opérationnel avec 20 salariés, un responsable, etc. Voilà un peu la logique, comment on est arrivé à la SIC, à Biojardin. Jean-Charles Colas, hashtag bien vivre, c'est le mot que l'on voit partout, c'est un peu le slogan du rassemblement. En quoi une structure comme celle de Biojardin peut correspondre à ce hashtag bien vivre justement? Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit par plusieurs personnes. C'est vrai que ça fait quand même 3-4 décennies qu'on nous tient le même discours. J'en discutais avec des étudiants qui me disent « on m'a répété ça pendant toute ma scolarité au lycée, puis maintenant à la fac et tout, en nous disant la croissance, quand elle va revenir, vous verrez, tout ira mieux. » Quand on regarde la courbe de la croissance en France et en Europe depuis 50 ans, elle est comme ça. Elle ne reviendra jamais, et comme vous l'avez très bien dit, heureusement, parce que c'est la croissance qui a créé le chômage, et toi aussi dans l'agriculture, parce que c'est la mécanisation, on a remplacé le biceps humain par du kilowattheure de pétrole, qui coûte bien moins cher, et donc c'est ça la mécanisation dans l'industrie et l'intensification puis l'industrialisation dans l'agriculture qui a créé le chômage. Donc plus de retour de croissance, tant mieux, mais du coup il faut lutter contre une pensée unique de 90% de la population avec les médias, les professeurs des lycées et des facs qui tiennent le même discours en disant vous allez voir, le dieu croissance va revenir et tout va bien. Nous c'est l'inverse, c'est-à-dire justement la croissance ne revient pas, mais justement ça va nous apporter du bien vivre. Donc on rame un peu à contre-courant, c'est un peu difficile, mais une société coopérative c'est autre chose même qu'une société anonyme classique. Parce que l'idée c'est pas de dire je suis là pour faire du bénéfice et qu'on se le partage, même si après on peut aussi faire du bénéfice et le partager de manière équilibrée. L'idée c'est de dire on va d'abord essayer de développer une structure qui a plein d'outils, d'objectifs socio-environnementaux, etc., qui sont exemplaires et efficaces, et puis on le partage tous entre nous, parce qu'on est tous membres de la société. Il n'y a pas des administrateurs ou des actionnaires qui ont envie plus intéressés de toucher. Non, on est tous dans le même bateau, que ce soit des collectivités territoriales ou des ouvriers, pour ce qui est d'une SCOP ou d'autres types d'intervenants pour une SIC. Et ça existe, ça c'est de l'innovation sociale, tu parlais de partage du temps de travail, c'est un enjeu essentiel, on se bagarre pour ça depuis très longtemps, mais au-delà même du partage du temps de travail, on a besoin de développer une autre vision du travail et tout ce qui est dans l'innovation sociale pour que les gens qui travaillent soient simplement contents de travailler aussi. J'ai visité la semaine dernière une société qui a été créée, alors c'est pas une SIC, mais ça pourrait l'être. Ils réfléchissent à se transformer en SAPO. J'ai découvert ce que c'était qu'une SAPO. Vous savez où, hein? Société anonyme de participation ouvrière. Il y en a 20 en France. Donc c'est pour ça que personne ne connaît ce statut. C'est deux actionnaires au départ qui ont créé la société et avec un objectif de faire du bon boulot, d'abord des bénisteries de qualité avec des bois locaux, etc. Mais faire que leurs salariés soient contents de venir travailler. Tellement contents qu'ils offrent tellement de choses à côté du travail simple, hein, notamment l'alimentation à midi, les frais de déplacement, les machins, les décisions collectives, etc., que les salariés sont 30% plus productifs que les salariés entre guillemets classiques, parce qu'ils aiment travailler, ils aiment cette ambiance de travail. Et donc l'innovation sociale, comme le partage du temps de travail, ça me semble un élément essentiel pour changer la société. Très bien, écoutez, je pense que le temps nous presse. On aurait pu discuter encore pendant des heures, je pense. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il a été agréable pour tout le monde. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, le 6 et 13 décembre, les élections régionales, n'oubliez pas. Et merci à la librairie de nous accueillir, parce que c'est vraiment un cadre très sympathique pour tenir ce type de débat. Merci. Bonne soirée.